Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%, vous l'avez reconnu, il est à côté de moi, c'est Thomas. Salut, ça va? Ça va, très bien. Ça va, il vient parce qu'il représente l'association Gallifrance et donc forcément on va parler de Doctor Who. On a déjà fait les 2 premiers Docteurs, aujourd'hui c'est le 3e Docteur. Mais dans l'émission il n'y aura pas que du Docteur, il y aura aussi la critique du jeu Transistor, The Place to Be, Notchan et Retro and Magic avec Private Haze et Une poupée pleine aux as. C'est des jeux vidéo, romans noirs, un peu policiers, tout ça. Private Eye. Private Eye, pardon, j'ai dit quoi? Private Eye. On regarde les news. Si la gestion plus ou moins stricte des munitions est une règle très souvent observée dans le FPS, il nous a rarement été demandé d'aller chercher chacune d'entre elles près de la dépouille de chaque ennemi abattu. Et c'est précisément ce que fait Heavy Bullet, qui trouve dans ce principe son petit plus à lui. Le reste de son propos, il le partage entre le FPS classique bien sûr, une direction artistique appuyée et surtout le genre du roguelike. À vrai dire, Heavy Bullet tient beaucoup plus du roguelike que du FPS puisqu'il nous propose d'explorer les couloirs très mal fréquentés d'un donjon de 8 étages généré aléatoirement. L'ensemble de la progression du joueur est entièrement perdu à chacun des très nombreux game over rencontrés. Il y a une petite astuce tout de même qui tient tout entière dans le système de banque. Celle-ci permet de stocker des sous ou des objets pour ses prochaines parties. Des sous qui pourront être dépensés pour acheter différents bonus, comme des grenades ou des roquettes. Mais aussi des potions de soins ou plus originales, des assurances-vie et des testaments qui permettront respectivement de récupérer un peu ou la totalité de ses économies après un de ces game over tant redoutés. Actuellement en accès anticipé, Heavy Bullets est très proche de sa version finale et s'avère déjà très efficace quand il s'agit d'installer le stress et la notion de choix inhérent au genre du roguelike. Assez efficace en tous les cas pour offrir un nombre d'heures de jeu insoupçonné à tous les amateurs du genre, qui y trouveront également une bande originale et des bruitages réalisés par un certain Dozwan, que l'on connaît déjà pour sa carrière musicale bien remplie, ou sa participation à Samurai Gun. S'il manque peut-être un peu de contenu à l'heure actuelle, notamment en termes de variété d'ennemis, Heavy Bullets est assez original et bien conçu pour mériter, si ce n'est un achat immédiat, au moins un vif intérêt jusqu'à sa version complète. Avec son histoire faite de DJ interstellaires, de DJ rivaux intersidéraux, de groupes à reformer, de pouvoirs de la musique et de Corgis, Cosmic DJ est peut-être un des seuls jeux musicaux qui séduit plus par son scénario et son ambiance que par sa musique. Très simple à comprendre et à prendre en main, le jeu nous propose de composer plusieurs petites boucles musicales souvent orientées électro, sous différents prétextes amusants, ou bien de laisser libre cours à son inspiration dans un mode libre. Malheureusement, dans les 2 cas, le séquenceur et les instruments mis à disposition s'avèrent bien trop limités pour convaincre quiconque touche déjà de près ou de loin à la création musicale. Ça n'empêchera pas les autres de s'amuser un temps, mais même les néophytes complets risquent de vite se heurter aux limites du jeu, qui accuse de plus une très grosse latence en mode d'édition live. Et s'il est encore en étape d'accès anticipé, Cosmic DJ apparaît aujourd'hui sous une forme très proche de sa version finale, qui a donc peu de chances de venir totalement changer la donne. Néanmoins, et pour à peu près 6 €, le jeu pourra occuper quelques temps, et potentiellement s'avérer pédagogique pour les plus jeunes. Disponible sur iOS depuis quelques temps, l'excellent jeu d'adresse et de concentration psychédélique Gauge est désormais téléchargeable via Steam sur Windows. Développé par Étienne Perrin, également responsable d'un des récents coups de cœur mobiles de la rédac, le très bon Sorbier, Gauge vous propose de gérer 2 jauges. Enfin, tout d'abord une jauge, et une seconde située à l'intérieur de la première. Le but ? Les maintenir remplis sans toucher les bords extérieurs. Et plus vous vous approchez de ces limites, plus les points engrangés sont importants. L'idée sera ainsi de martyriser la barre espace et la touche contrôle pour la seconde jauge, les 2 nécessitant un timing différent, histoire de compliquer les choses un peu plus. Bien évidemment, il faudra de temps en temps relâcher la pression pour exécuter certaines actions, comme toucher un point précis de la jauge. Et les graphismes ultra néon psyché ne cessent de changer, toujours dans l'idée de déconcentrer le joueur. Sur iOS, la démo du jeu est téléchargeable gratuitement, 1 € étant nécessaire pour débloquer l'ensemble du contenu. Sur Steam, le jeu est vendu aux environs des 3 € et comprend 5 modes de jeu, de nouveaux effets visuels et 23 succès. Difficile, hypnotique, Gauge nécessite une capacité de concentration hors norme, un goût certain pour la musique électro, des doigts agiles et un calme olympien. Si vous réunissez ces qualités, le jeu d'Étienne Perrin a de fortes chances de vous rendre complètement fou. Thomas, donc, où on avait laissé notre second Docteur la dernière fois? Alors il se régénérait, c'était parce qu'il était jugé par les Seigneurs du Temps et condamné à errer sur Terre parce qu'il n'avait pas le droit d'intervenir dans le courant du temps et de l'espace.
Ok. Et donc là arrive un tout nouveau docteur, interprété par Jon Pertwee. C'est en même temps l'arrivée de la couleur. Ah, important. 1970. Et voilà, donc un compagnon qui ne va faire des histoires essentiellement, en tout cas pour sa première saison, que sur Terre. Attends, c'est le docteur qui a une écharpe. Non, ça c'est le 4e. D'accord. Regarde, j'ai sa tenue. Pardon, excuse-moi, oui. Non, parce qu'ils se sont dit, il y a la couleur, mais on met pas encore l'écharpe arc-en-ciel, Non. ça dans les années fin 70, là on pourra bien faire péter. Mais déjà, les couleurs, ça change déjà beaucoup, parce qu'ils avaient des tenues déjà, même pour le noir et blanc, les tenues étaient en noir et blanc. De toute façon, hein, ils n'allaient pas chercher à faire des tenues colorées. Et là, ça fait quand même contraste de voir quand même une espèce de tenue de dandy avec des froufrous blancs et surtout un gilet rouge. Voilà, rouge, et avec la cape aussi. Il avait là on peut pas le voir sur ce t-shirt, mais non, il avait une espèce de grosse cape rouge. Heureusement, parce que sinon ce serait bizarre dans le métro. Et donc ce comédien, comment il a été choisi? Il a été choisi. Très bien. C'est pas au courant? Non, non, parce comment que il est c'est un arrivé bon là? acteur. C'est un bon acteur. Je sais que c'est un acteur qui a fait beaucoup de radio précédemment, etc. Des histoires pour la BBC. C'était également un superbe acteur de théâtre. D'accord. Il était vraiment, vraiment bon et très réputé pour ça. Et à la télévision, il était connu pour modifier sa voix. Il avait un côté imitateur, etc. Et du coup, il était assez populaire. C'était pas un acteur connu, comme on a vu pour Tom Baker, pour la nouvelle série David Tennant, mais il avait quand même une petite notoriété. D'accord. Attends, on va lancer le jeu et après on revient. La critique du jeu, Transistor. Well, it's a touching reunion. En l'espace d'un seul jeu, le studio américain Supergiant Games a su se faire un nom et susciter l'enthousiasme quant à ses projets à venir. Bastion, sorti en 2011, était effectivement ultra convaincant, avec ses mécaniques action RPG bien pensées et sa dimension narrative complètement originale, portée par la saisissante voix de Logan Cunningham. I'm just fooling. Même si l'équipe s'est agrandie depuis, Supergiant Games comptant maintenant une douzaine de personnes, on retrouve le même staff à la direction artistique, à la composition, aux voix et à l'écriture de Transistor. L'ensemble a donc des chances de donner une nouvelle fois dans l'excellence. This is something. There's the empty set. Il est évident qu'après Bastion et son originalité dans la narration, on allait être attentif à la manière dont ce Transistor nous raconterait son histoire. On retrouve donc cette voix qui nous suit tout au long de l'aventure, mais qui cette fois est directement impliquée, puisqu'elle est emprisonnée dans le Transistor. Hey Red, we're not gonna get away with this, are we? Le jeu commence d'ailleurs au moment où vous vous décidez à retirer l'épée de ce corps inerte. Pull. Vous êtes Red, une chanteuse excessivement douée semble-t-il, qu'on a privée de sa voix et qui semble entretenir un lien spécial avec le Transistor, ou en tout cas avec la personnalité qui se trouve à l'intérieur. They took your voice. I couldn't stop them. Cloudbanks, votre ville, est touchée par le Process, un virus qui anéantit, altère ou réinitialise tout ce qui l'infecte. Vous apprendrez très vite que la Camerata, un groupe d'élite aux ambitions troubles, est directement impliqué dans cette catastrophe, mais aussi dans ce qui vous arrive. To us. Vous partirez naturellement à leur recherche en quête de réponses, affrontant sur le chemin les conséquences du Process. Le reste de l'univers et les informations vous concernant vous sont distillés au fil de l'aventure de manière plus ou moins directe. Or Trace. Ici, l'histoire se raconte et le background se devine à travers les différentes discussions, ou plutôt monologues, que vous avez avec le Transistor. I've never been an administrator. Des terminaux d'information, mais aussi des éléments propres au game system que vous récupérez en route, vous aident également à mieux comprendre le monde dans lequel vous évoluez. Facsimile's finally gonna catch a break. Il en résulte une trame et un univers vraiment intéressant, suffisamment vague pour laisser de la place à l'interprétation de chacun, mais définitivement maîtrisé. You're alive. Me, I'm not so sure. How about this? Comme pour Bastion, on part ici sur des bases action RPG avec de l'affrontement, des points d'expérience Hey, et des compétences à débloquer. Votre traversée des différents secteurs de la ville est ainsi ponctuée de plusieurs combats contre les fruits du Process. block party up ahead. Combats que vous pouvez mener de manière dynamique, avec une compétence attribuée à chaque touche, ou bien en mode planification, ce qui constitue un des kiffs principaux de ce Transistor. Concrètement, la planification vous permet de mettre l'action en pause afin de préparer de manière plus inspirée vos assauts, puis de les exécuter à très grande vitesse.
chaque déplacement ou compétence utilisée a un coût, l'ensemble étant visible sur la barre d'action située en haut de l'écran. Cette dernière mettra un certain temps avant de se remplir à nouveau, temps durant lequel vous êtes vulnérable, la plupart de vos actions n'étant plus disponibles. Les vieux joueurs qui s'inscrivent dans le vrai ne pourront s'empêcher de penser à du Vagrant Story en regardant ce système de combat. Les plus jeunes, eux, y verront peut-être ce qu'aurait pu donner FF13, son ATB et ses segments s'ils avaient été mieux pensés. Quoi qu'il en soit, si le jeu peut tout à fait se vivre en temps réel, on prend vite goût au mode planification. Ne serait-ce que pour la précision et l'affichage des dégâts, ainsi que des effets potentiels de nos skills. Les compétences sont justement au centre du jeu. Elles s'acquièrent au fil de l'aventure ou peuvent se choisir à chaque level up au bout d'un certain temps. Leur particularité, c'est qu'elles peuvent être aussi bien actives que passives. Elles ajoutent ainsi des effets à d'autres skills ou aux personnages de raid et permettent des combinaisons et des builds plutôt sexy. Le tout peut être réorganisé à chaque point de contrôle. D'ailleurs, la sanction allant avec la perte de votre barre de vie est plutôt intelligente ici. Vous perdez une compétence à chaque fois, ces dernières ne pouvant être retrouvées qu'après avoir visité un certain nombre de ces mêmes points de contrôle. L'élément qui finit de rendre les skills définitivement intéressantes est sans aucun doute le background des personnages qui les incarnent, ce dernier se dévoilant au fur et à mesure des différentes utilisations. Pour ajouter du challenge, mais aussi de l'XP supplémentaire au délire, vous pouvez décider d'activer un certain nombre de limiteurs sur votre transistor. D'une manière générale, ces derniers rendent les ennemis plus coriaces, mais peuvent aussi directement vous handicaper. Un système qui, pour le coup, est vraiment similaire à ce que le studio américain avait pu faire sur Bastion avec le Temple. L'expérience Transistor est grossièrement constituée de gestion de skills, de kiff narratif et de combat. On peut tout de même s'attarder dans cette pièce singulière qu'est la plage, et à partir de laquelle le joueur pourra relever tout un tas de défis, l'aidant à mieux comprendre l'intérêt de certaines combinaisons de skills. Il pourra également s'y détendre, en musique pourquoi pas, jouer avec Luna, et éventuellement écouter les différentes réflexions de son compagnon. Hey, back at Bracket Towers, I never told you that joke. You ready? Transistor est une courte mais véritable tuerie, vendue à un prix raisonnable. La demi-douzaine d'heures que l'on voudra bien passer dessus donnera envie de se replonger instantanément dans un New Game Plus, qui offrira de nouveaux challenges ainsi que des possibilités encore plus folles en termes d'association de skills, ces dernières pouvant être gagnées une seconde fois. Doté d'une histoire qu'on aime se laisser raconter et d'une DA juste irréprochable, aussi bien pour les yeux que pour les oreilles, Transistor arrive ainsi à confirmer la capacité de Supergiant Games à sortir du lourd artistique. Cet univers, mélange de cyberpunk et d'art nouveau, fonctionne clairement, et la voix de Cunningham sublime le reste. We're not alone. Le joueur est poussé, pour son plus grand plaisir, à tenter différentes combinaisons de skills, et ce principe de planification ajoute le sel tactique à l'ensemble. On finit donc dans l'euphémisme en disant qu'on a grandement apprécié l'expérience et qu'on la recommande à quiconque ayant un minimum de goût. Full disclosure here, which is I am positively certain 100% that this will work. Donc, ce nouveau docteur arrive, c'est le troisième docteur. Dans quel épisode, comment il débarque dans la série en fait? Alors sa première histoire c'est Spirit from Space. Oula, quel quoi bel accent. Spirit from Space. Là je comprends au moins. Ouais. C'est vrai qu'il faut le dire avec un accent pourri. Pour que je comprenne. Et en gros, le docteur est très fatigué de sa régénération, d'ailleurs on le voit à terre. Enfin il sort de sa police, il tombe à terre et il est emmené à l'hôpital. Et il dit connaître, être le docteur, etc. Et en même temps, il y a des espèces de trucs en plastique qui tombent sur Terre. En fait, c'est une histoire avec les Autons. C'est leur première apparition, tu sais, dans le premier épisode de la nouvelle série, Rose. Oui. Il y a des espèces de mannequins. Tout à fait. Et c'est les Autons et ils sont apparus pour la première fois dans cette histoire-là. Ah, je croyais que c'était dans les années 80. Ah non, c'est les années 70, 1970. D'accord. Donc l'attaque des mannequins qui est repris dans le premier épisode du retour de Doctor Who. Ça date de la première histoire de Pertwee. D'accord. D'ailleurs, avant que Moffat arrive, à chaque fois, quand les Autons apparaissaient, c'était la première histoire de la saison. D'accord. À chaque fois, c'était pour ouvrir une saison. C'était le cas, il ouvrira la deuxième saison avec Pertwee également. Donc les Autons, c'est à partir de là qu'ils apparaissent. D'accord, ok. Donc première saison, il arrive, etc. Il rencontre Unit, il avait déjà rencontré Unit. Le second docteur a déjà rencontré Unit. Alors Unit, c'est
j'arrive jamais à le dire. United Nation Task Force. United Nation Task Force pour la série. Donc déjà il y avait ces gens qui combattaient les aliens sur France, en Angleterre. En Angleterre, enfin c'est dans le monde entier en fait. Donc c'est une association de militaires qui combattent les aliens, d'accord. J'ai très mal dit le sigle d'ailleurs de Unit, mais c'est pas grave, cherchez parce que c'est très dur à dire et à chaque fois je retiens jamais. D'accord, on va regarder The Place to Be, on revient. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, t'es un téléspectateur assidu de la chaîne et tu penses que les soucis de diffraisance sont liés à la soirée des 7 ans? Genre parce qu'on a fait exprès des trucs cachés, genre des indices dans les rediffs des 100% et tout qui annoncent un truc massif? Des ARG qu'on a préparés, des mystères concernant peut-être Half-Life 3? Ouais, si, ouais, oui, ouais, on a fait ça. On a fait tout comme qu'est-ce que tu crois qu'on a fait. Les 30 mai et 1er juin, t'as l'édition 2014 d'Epitanime. Enfin, l'édition diurne en fait, vu que l'event s'est vu partiellement annulé d'après ce que j'ai compris. Tu pourras toutefois te faire play sur du jeu vidéo, du karaoké, du cosplay, le tout se déroulant au Kremlin Bicêtre. Aux mêmes dates, du 30 mai au 1er juin, t'as le Retro Game Alp 2014 qui a lieu au Fontanil-Cornillon, c'est à côté de Grenoble, et qui va te permettre de passer du temps sur un nombre incalculable de machines, toutes équipées d'un nombre incalculable de vieux jeux. C'est bien, parce que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on... Non, c'est nul ça, Médoc, c'est pas original ce que tu racontes, putain. Du 31 mai au 1er juin, à Pontivy, t'as Japanco saison 2. C'est quoi? C'est un event qui va te faire découvrir ou redécouvrir le Japon traditionnel, mais aussi le Japon plus moderne, à travers des initiations et des animations style cérémonie du thé, calligraphie. Karuta, je sais pas ce que c'est, mais c'est vrai que ça sonne très japonais. C'est quoi Karuta, Alex, par exemple? C'est les cartes. C'est les cartes. Ah ouais, c'est vrai. C'est traditionnel. Voilà, le tout ambiancé par des invités de marque, à base de Kayane, Isabelle Jeudi, ou encore Jérôme Hamon. Enfin bref, a priori, tu devrais t'amuser. Toujours du 31 au 1er, à Lyon cette fois, t'as le Star Geek Universe, qui donnera pas dans la science-fiction cette année, mais plutôt dans la fantasy, à l'image de cette affiche où tu vois du nain et du magicien qui s'apprêtent à franchir la porte des étoiles. Alors petit tips avant d'y aller, si tu te pointes cosplayer, tu gagnes une boisson. Et si tu te pointes cosplayer en Général Amande et que tu dis Chevron 5 enclenché, tu gagnes mon respect. Le 31 mai à Annecy, t'as la 6e édition de Japansea, avec les ateliers, les spectacles, les rhythm games de rigueur, mais aussi du concert, de la conférence et même de la projection. Si tu te débrouilles bien, il y a moyen que tu rentabilises ton billet d'entrée. Ah non, on me dit que les concerts et la projection sont payants. Bon fais ce que tu veux. Le 31 mai à Nancy enfin, t'as un tournoi Pokémon X et Y. Et là tu te dis wicked, je vais devenir le meilleur dresseur parce que j'ai compris ce délire de feu aux plantes. Mais non, parce qu'il y a toujours plus malin que toi. Tu peux toujours tenter ta chance, les inscriptions pouvant également se faire sur place. Et parce que je suis un mec bien, je te file un pro tip. Essaye de mettre tout en œuvre pour être vainqueur et idéalement, à terme, gagner les défis. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Oublie pas, le 1er juin c'est l'anniv de la chaîne, alors regarde-nous. Puis vote aussi pour les tops, comme ça t'es une belle personne. Ciao. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette... Il reste combien de temps ce docteur? Combien de saisons? Alors, quelques saisons, il reste jusqu'en 1974, ce qui fait environ 3-4 saisons. 3-4 saisons quand même, ouais. C'est le docteur qui est resté le plus longtemps? Non, pas du tout, c'est le 4e, on en parlera. Ah oui, mais pour l'instant c'est le plus long. Parce qu'entre le premier et le deuxième, c'est le plus long. Exactement, il a resté... Ouais, enfin, il y a peut-être une année en plus. D'accord, ok. Mais il n'est pas resté tellement plus longtemps, quoi. C'est toujours environ le même rythme. Et alors, les épisodes marquants de ce docteur? L'épisode avec Léo Tons, il y a deux histoires qui se... Enfin, il y a cette première histoire avec le maître. Parce que le maître aussi, il faut savoir qu'il fait sa première apparition avec le troisième docteur, interprété par Roger Delgado. D'ailleurs, la première fois qu'on le voit, il descend d'une caravane, ce qui est trop la classe, dans un cirque. Et voilà quoi, donc c'est là où il apparaît. Donc c'est Terror of the Autumn, encore une histoire avec l'automne justement, qui ouvre la saison suivante. Il faut savoir que le master, le maître, c'est quand même un ennemi c'est le Némésis. C'est la Némésis de Tennant, du 10e docteur, on va dire. Enfin, en tout cas, il apparaît vraiment dans la fin de la saison 4, 3 pour la première fois, puis la fin de la 4, fin des épisodes spéciaux. Et c'est un personnage vraiment... Mieux dans la série classique. Mieux dans la série classique? Largement.
Oh, T'es largement. ouf, c'est Non, parmi arrête, les c'est trucs pas les le meilleurs. Non, on va pas débattre. On va Mais- pas débattre, on reviendra après notre chaîne, on va pas débattre. Mais bon, on va pas débattre. Salut bande d'attaque, c'est Nono-chan. Souvent, on laisse courir son imagination. On se dit, et que se passerait-il si je changeais de vie? Et si c'était la fin du monde demain? Hein, que ferait-on? Eh bien, figurez-vous que certaines personnes sont payées pour réfléchir très sérieusement aux éventualités qui nous semblent les plus fantaisistes ou relever de la science-fiction. Par exemple, que faire en cas d'apocalypse zombie? Le Pentagone a pour sa part une idée très précise de ce qu'il ferait, et il le détaille dans un document d'une trentaine de pages appelé Complan 8888, qui a fait récemment surface. Celui-ci a été élaboré tout à fait sérieusement pour des entraînements durant l'été 2009 et 2010. Le document détaille 8 sortes de menaces zombies. Zombies pathogènes, radioactifs, créés par magie noire, zombies de l'espace, zombies militaires créés en tant qu'armes, zombies symbiotiques, zombies végétariens, oui c'est possible, qui dévoreraient toutes les ressources de la Terre et non les humains directement, et poulets zombies, la seule sorte de zombies qui existe dans la réalité, nous dit-on. Le document pourrait être drôle jusqu'au moment où on se rend compte que ce document américain est fait pour protéger l'humanité, certes, mais de préférence les intérêts américains quand même. Puis, on se dit qu'il serait facile de remplacer zombie par un autre mot au choix, et du coup la stratégie peut vite glacer le sang. S'il faut savoir garder son sang-froid en cas d'invasion zombie, cela ne sera pas forcément d'une grande utilité devant, disons, un vampire. Même si ce dernier pourrait préférer une bonne gorgée de sang bien chaud, il ne devrait pas trop faire le difficile devant vous. Pourquoi je parle de vampire d'un coup, me direz-vous? C'est que j'ai vu que le château de Bran, près de Bradshaw, en Transylvanie, était à vendre. Oui, je crois vous avoir déjà dit que les histoires de déménagement, en ce moment, ça me trotte dans la tête. Le château de Bran est généralement présenté comme LE château de Dracula. Celui-ci est le monument idéal qui pourrait convenir géographiquement et historiquement au conte suceur de sang. Vlad Tepes, ou Vlad III, l'Empaleur, le nom du personnage historique ayant inspiré Dracula, y aurait même séjourné à la fin du XVe siècle. Et si le gouvernement romain n'est pas intéressé, alors peut-être que le château pourrait trouver un autre acquéreur. Il faudrait faire un petit effort financièrement, c'est sûr, en mettant 2-3 sous de côté. La propriété est estimée officieusement à 80 millions de dollars. Peut-être qu'on pourrait monter une opération de financement participatif à ce sujet. C'est à voir, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des fans. Oh oui, le pouvoir des fans. Tenez, la communauté japonaise qui soutient avec passion la mélancolie d'Haruki Suzumiya a réussi à restaurer un de ses sanctuaires. Récemment, le mot Seichi, qui veut dire lieu saint en japonais ou lieu de pèlerinage, s'est popularisé pour désigner un endroit emblématique et très touristique en rapport avec telle ou telle œuvre. Ainsi, une horloge placée dans un parc, à côté d'une gare de la ville de Nishinomiya, entre Kobe et Osaka, fut popularisée par l'anime de 2006 contant les aventures de Kyon et Haruhi. C'était un de ces lieux que les fans aimaient venir voir. Installé là depuis 1993, le gouvernement l'avait enlevé en 2009 dans le cadre de la rénovation du dit parc. Devant les protestations et les efforts du public, les autorités ont décidé de la remettre à sa place d'origine le 12 avril dernier, avec même une petite cérémonie pour célébrer cela formellement. Quand on vous dit que les fans peuvent surprendre agréablement tout un chacun, sans prévenir, c'est ce qui s'est passé pour un passant dans la ville de Ann Arbor, dans le Michigan, aux États-Unis, lorsqu'il a croisé un cosplay de Transformers des plus cool. Ce Bumblebee se transforme en un clin d'œil et peut même rouler avant de reprendre sa forme humanoïde. Quand on voit ça, on se dit qu'il y a cosplay et cosplay quand même. Mais parfois les fans peuvent être cruels, sans même le savoir, hein. Il suffit qu'ils ne prêtent pas attention à une des gentilles mascottes qui sont actuellement plus qu'en surnombre sur l'archipel nippon, et le coup près peut tomber de manière implacable. La vie n'est pas toujours simple pour ces dignes représentants d'une région, d'un plat ou toute autre particularité culturelle. Ainsi, du côté d'Osaka, le nombre de Yurukara, nom générique de ces mascottes en japonais, s'élevait à plus d'une quarantaine. Il a été ainsi décidé de la mise à la retraite anticipée, pour parler pudiquement, d'une bonne partie de ces personnages. Désormais, c'est entre autres Mopi, un oiseau débonnaire qui devra relever la lourde tâche d'égaler la popularité de Kumamon, l'ours de Kumamoto, ou de l'hystérique Funashi. D'ailleurs, ces deux personnages seront présents à Japan Expo. Attendez-vous donc à les croiser à Villepinte, en espérant qu'il ne s'agisse pas d'une stratégie pour demander l'asile politique et ainsi échapper au triste sort de ses semblables. Car ils doivent ignorer que dans notre pays, les perspectives de conditions de vie de leurs congénères sont encore plus sombres. On n'ira pas remuer des souvenirs douloureux tels que Gros Quick pour les plus âgés ou encore Footix, le mal-aimé au nom hasardeux. Et c'est là, doute atroce, que l'angoisse existentielle me serre le cœur. J'espère que vous ne me considérez pas comme une mascotte qu'on pourrait mettre au rebut du jour au lendemain. Que vous ne doutez pas que derrière ces pixels, il y a un cœur qui bat et qui n'a
n'attend que de vous retrouver bientôt pour encore plus de news. C'est pourquoi je vous dis à la prochaine, bande d'attaques. Bon, ok, d'accord, donc The Master, c'est mieux dans les années 70, très bien. Voilà, là c'est le dernier plateau. Comment se terminent les aventures de ce docteur? Alors déjà, avant que l'histoire se termine, peut-être on peut préciser aussi que le docteur va tout faire, ce docteur va en gros tout faire pour récupérer son TARDIS, parce qu'il l'a, mais il fonctionne plus, pour réparer son TARDIS et se barrer. D'accord, donc ça c'est le gros truc qu'il y a sur toute sur toute une saison. Les deux premières quasiment. Ah d'accord, ok. Après, les Seigneurs du Temps vont l'utiliser puis lui redonner sa technologie. Mais le troisième docteur, on peut au moins le résumer en partie pour ça. Voilà. D'accord. Parce qu'il est tout le temps sur Terre, dû en partie en moyenne parce qu'il y avait moins de budget. Ah d'accord, donc il peut plus voyager. Et il voyage plus dans le temps non plus? Non, enfin pas dans sa... Non, il est attaqué par des aliens quoi. Voilà, exactement, qui viennent sur Terre. Et il y en a que 2. Ouais. D'accord, ok. Pas dire ça, non. D'accord. Et donc comment se termine sa vie de docteur? Comment il devient le 4e? Une araignée géante. Enfin, plusieurs araignées. C'est une histoire qui s'appelle Planet of Spiders, qui est une histoire très drôle d'ailleurs pour la période du troisième docteur, qui avait un côté très James Bond mais quand même assez sérieux. Et là, il y a beaucoup d'humour, le brigadier est très drôle et on sent que c'est la dernière histoire. C'est quoi le brigadier? C'est de Unit, c'est le dirigeant entre guillemets. Ah d'accord, le capitaine de l'armée qui l'aide à combattre les araignées. Exactement. J'ai tout compris. Qui est dans toutes les histoires avec Pertwee. J'ai tout compris. Voilà. Parce que le brigadier au théâtre, c'est quand tu tapes 3 coups et après tu rentres sur scène. Donc... Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Et c'est une araignée géante sur Métébelis et il va être empoisonné et du coup il va se régénérer, capoute. Voilà. D'accord. Ah, plus le docteur. Très bien. Donc on te revoit la semaine prochaine et on parle du 4e. Exactement. Super. Merci beaucoup. Et nous, on regarde The Retro and Magic, Private Eye et une poupée pleine aux jas. C'est parfait. Ah, nickel, nickel. Le film noir a souvent inspiré le jeu vidéo, mais rarement au premier degré. La série Tex Murphy, qui a récemment fait son grand retour, transpose les codes du noir dans un univers cyberpunk. Grim Fandango se déroule au pays des morts du folklore mexicain, et Discworld noir dans l'univers de Terry Pratchett. Quant à L.A. Noir, il puise davantage son inspiration dans les écrits de James Ellroy que chez Chandler ou Hammett. Il existe pourtant quelques jeux ayant rendu un hommage direct aux films et romans noirs des années 40. The name's Marlowe, Philip Marlowe. I'm a licensed private investigator. Private Eye est un jeu intéressant à plus d'un titre. Il s'agit en effet d'une vraie adaptation d'un roman de Raymond Chandler, La Petite Sœur, aussi connu en France sous le nom Fais pas ta rosière, à l'époque où les traducteurs et éditeurs se permettaient de changer totalement le titre d'une œuvre. La Petite Sœur met en scène le détective privé Philip Marlowe, immortalisé au cinéma par des pointures comme Humphrey Bogart, Robert Mitchum ou James Garner. Il ne s'agit pas de l'enquête la plus connue de Marlowe, au contraire des immenses classiques que sont Le Grand Sommeil, La Dame du Lac ou Adieu ma jolie. C'est en fait un bon point pour le jeu, puisqu'on peut ainsi profiter de la verve illimitable de Chandler tout en résolvant un mystère quasiment inédit. Pour ceux qui connaîtraient déjà le roman, le jeu propose deux façons de jouer. En suivant l'histoire originale, qui suit à la lettre l'intrigue telle qu'imaginée par le romancier, ou une histoire alternative qui chamboule les personnages suspects et motivations, afin de surprendre même les fans de Marlowe les plus aguerris. Tout le monde y gagne. Comme le roman l'ayant inspiré, Private Eye commence lorsqu'une jeune femme au fort caractère, hors femme et quest, engage Philip Marlowe pour retrouver son grand frère Orrin. Orrin est venu à Los Angeles trouver du travail, mais ne donne plus de nouvelles depuis quelques mois. Menant l'enquête, Marlowe découvre bien vite une série de cadavres assassinés au pic à glace et lève le voile sur les mœurs sordides d'Hollywood, se faisant de puissants ennemis au passage. Ce qui frappe immédiatement dans Private Eye, c'est son style graphique, préfigurant la technique du cel shading.
Plutôt que de chercher le photoréalisme, les développeurs ont choisi de se rapprocher de la bande dessinée ou du dessin animé. Si le jeu est un peu statique avec très peu d'animation, il bénéficie d'un excellent doublage qui donne véritablement vie au personnage. La bande-son jazzy achève de mettre dans l'ambiance. Côté gameplay, Private Eye est un jeu d'aventure à la première personne, joué via une interface de type point and click. Malgré une interactivité assez limitée, les développeurs n'ont pas oublié l'aspect ludique. Le joueur pourra ainsi tenter d'entrer par effraction dans le domicile d'un suspect pour chercher des indices, mais ces incursions seront limitées dans le temps puisqu'il devra s'échapper avant l'arrivée de la police. Si le joueur est bloqué, il pourra toujours cliquer sur la bouteille de whisky traînant sur le bureau de Marlowe pour susciter un monologue dans lequel le détective donnera quelques pistes. Ou comment aider le joueur tout en respectant parfaitement la cohérence de l'univers du jeu. Si Private Eye a un défaut, c'est bien sa durée de vie. L'enquête se boucle en 4 heures sans se presser. 4 heures dans la peau de Philippe Marlowe, forcément, on en redemande. Au milieu des années 90, alors que la mode du film interactif est à son apogée, le studio australien Beam Software décide de se lancer dans la réalisation d'un jeu de ce type. Ayant déjà démontré une affection particulière pour le film noir dans ses précédentes productions, qu'il s'agisse de Nightshade sur NES ou Shadowrun sur Super Nintendo, Beam Software choisit tout naturellement de situer son jeu dans les années 40 et de mettre en scène un détective privé. Je m'appelle Scott Anger. Je suis détective privé. Le nom de ce film noir interactif, Une poupée pleine aux as. Pour l'anecdote, son titre original en anglais, un poil plus subtil, est The Dame Was Loaded. Bien que sorti dès 1995 sur Macintosh, il faudra attendre 1996 pour que le titre débarque sur PC et CDI. Une poupée pleine aux as n'adapte pas une histoire existante, mais propose une intrigue originale, quoique fortement inspirée des grands classiques du noir. Prenons le point de départ du jeu par exemple. Le détective privé Scott Anger est recruté par une jeune femme, Carol Klein, pour retrouver son frère, venu à Los Angeles et ne donnant plus de nouvelles. Oui, exactement comme dans La petite sœur de Raymond Chandler. Non, moi c'est Scott Anger. Ralph Spencer, c'est lui. Madame. Heureusement, le reste de l'enquête prend un tour totalement différent dans Une poupée pleine aux as et les deux histoires n'ont au final rien à voir. Une poupée pleine aux as est l'un des bons exemples de film interactif réussi. Pas question ici de devoir simplement presser la bonne touche au bon moment façon Dragon's Lair. Les mécaniques sont celles d'un jeu d'aventure. La présence de multiples séquences filmées ne se fait donc pas au détriment du gameplay, l'enquête mettant le joueur face à moult énigmes et puzzles à résoudre. Ici aussi, la qualité du doublage aide à l'immersion, y compris en version française. Les connaisseurs auront reconnu la voix de Richard Darbois, doubleur français d'Harrison Ford, dans le rôle de Scott Anger. Le poste de police. On est sûr d'y trouver des bandits, des flics et du mauvais café. L'une des spécificités du jeu est le passage du temps, certains lieux et personnages n'étant disponibles qu'à certains moments de la journée. La boîte de Jack est fermée. Jack et ses habitués dorment comme des bébés, sevrés de gin. Ce facteur est d'autant plus important que Scott Anger n'a que 3 jours pour boucler l'affaire. Son pognon est toujours bon à prendre. C'est déjà 3 jours de ton temps. Pas plus? Qu'est-ce que tu crois? Bon, en vérité, le joueur mettra à jour un tel sac de nœuds qu'il aura heureusement un peu plus de temps à sa disposition pour tout démêler. Le joueur devra gérer son temps mais aussi son argent. Certaines langues ne se délieront qu'en échange de quelques billets verts, mais le joueur devra faire attention à ne pas se montrer trop généreux sous peine de se retrouver à sec. Bon, ça ira. Je le reste dans 7 jours, sinon je vous vire tous les deux. Les réactions des personnages sont assez travaillées. Si le joueur oublie de faire un tour chez le barbier au début de la journée, il aura droit à des remarques désobligeantes quant à son manque d'hygiène. T'as pas l'air frais, Scott, si tu te rasais. Je l'ai fait, j'ai pas aimé. S'il abuse du temps de son contact à la police, celui-ci perdra patience et le mettra à la porte. Parlez-moi de Dan Klein. Tire-toi, tu me gonfles. Une poupée pleine aux as attend donc du joueur un minimum de roleplay. Il n'est donc pas étonnant que le jeu de Beam Software offre pas moins de 9 fins différentes, plus ou moins heureuses, selon la manière dont le joueur interprétera Scott Anger. Cela veut également dire que Scott peut tout à fait ne pas survivre à son enquête. C'est que c'est dangereux le métier de détective. Merci, je vais me resservir un café. Quiconque a toujours rêvé d'arpenter les rues sordides de Los Angeles en portant un impair fatigué et un fedora trouvera son bonheur avec Private Eye et Une poupée pleine aux as. 2 jeux ayant réussi de fort belle manière à rendre hommage à tout un pan du cinéma et de la littérature.
Voilà, ce 101% est terminé. Thomas a dû partir, a dû nous quitter, mais on le retrouve la semaine prochaine. Ris pas, ça se voit. À bientôt. 立ち止ま